tous. Bon, bah, comme d'habitude, je prends le créneau de la digestion, donc vous aurez droit à 12 voix pour votre sieste. Non. Donc, je vais vous parler de l'Observatoire national des mammifères. On parlera aussi rapidement du protocole, et pour ceux qui ne s'endorment pas jusqu'au bout, il y aura un petit point sur l'étude du muscardin. Ben, ça va pas m'aider. Attends. Qu'est-ce que l'Observatoire national des mammifères? C'est un projet qui a été lancé en 2019 par la SFEPM afin de fédérer les différentes structures qui récoltent des données. Donc les différents objectifs sont d'agréger toutes les données des mammifères sauvages, donc de les agréger au niveau national, de valider et d'analyser ces données au niveau national, et du coup de mettre à disposition de tous, donc du grand public comme des politiques publiques, des associations, etc., des informations sur les mammifères à l'échelle nationale. Donc ça n'est pas qu'un portail cartographique, c'est aussi un centre de ressources, et je vous détaillerai tout à l'heure les différentes informations qu'on peut y trouver. Donc ça a cette tête-là, donc il y a notamment un portail pour les petits mammifères, donc là vous avez une carte de l'ensemble des données de petits mammifères, donc avec le nombre d'espèces par maille, des graphiques possibles à côté. On a évidemment des zooms par espèce, donc toutes les informations ne sont pas complètes parce que ça se complète au fur et à mesure, c'est toujours en construction. Donc là on a pris l'exemple du hérisson d'Europe, donc vous avez la carte de présence au niveau du territoire national qui va se compléter au fur et à mesure. Et différentes analyses, donc le nombre d'observations, le nombre d'observateurs, donc effectivement il n'y aura pas beaucoup de Normands pour cette carte-là, la date de la première et de la dernière observation, et différents graphiques possibles, donc le nombre d'observations par mois, le nombre d'observations par an, l'origine des données, donc là c'est pas complet donc ça sera réparé, le type de contact, enfin, voilà. Par espèce on aura évidemment plusieurs analyses possibles. Aujourd'hui, il y a déjà plusieurs structures qui ont adhéré à l'ONM et donc du coup qui se sont engagées à envoyer annuellement toutes leurs données mammifères. Et à côté de ça, il y a aussi des structures qui participent ponctuellement à certains projets. C'est le cas par exemple de l'Atlas, ou dans le cadre de l'Atlas des chiroptères, j'ai 26 structures qui ont signé une convention spécifique à ce projet. Donc les structures s'engagent à envoyer toutes les données chiroptères, mais en un seul envoi, sans engagement d'envoi tous les ans. L'ONM permet de valoriser les deux types de données. Donc les données d'occurrence et les données qu'on a régulièrement, donc la présence d'une espèce sur un site donné, mais aussi les données de synthèse. Donc là on a l'exemple des données de comptage en gîte pour les chiroptères en fonction du type de gîte. Donc du coup c'est un point avec un effectif par gîte. Comme je vous disais, c'est pas que un portail cartographique, mais aussi un centre de ressources. Donc on va pouvoir valoriser différents outils méthodologiques, donc que ce soit des protocoles donc, rédigés au niveau national. Donc, il y a la méthode de hiérarchisation des gîtes pour les chiros qui est disponible et qui est de 2016 et qui est en train d'être mise à jour. Il y a un protocole acoustique autonome qui est pareil en cours de rédaction pour détecter le minioptère. Donc une fois qu'il sera finalisé, il pourra être disponible sur l'ONM. Il y a le protocole national muscardin dont je vous parlerai rapidement tout à l'heure. Pareil, une fois qu'il existera, on le rendra évidemment disponible. Il y a d'autres outils, donc le guide de détermination dont on parlera demain, donc qui pourra aussi être rendu disponible dans le centre de ressources. Et ensuite, l'ONM a aussi un rôle d'accompagnement sur l'harmonisation des données. Donc il y a l'exemple avec les données de gîte Chiro, c'est pareil, c'est un travail qui est en cours avec le muséum, en partenariat avec le muséum. Et pourra aussi avoir des recommandations pour la saisie des données. Par exemple, si on souhaite avoir des données de procédure, recommander fortement, je ne sais pas moi, de renseigner les mensurations ou le poids des individus pour pouvoir ensuite faire plus d'analyses. Donc voilà les différents outils que vous pouvez trouver. Il y a évidemment tout ce qui est référentiel, donc le référentiel taxonomique qui est en lien direct avec TaxRef. Vous avez des informations sur le statut des espèces et leur protection, donc les listes rouges qui sont téléchargeables, les textes de la directive Habitat Faune Flore, etc. Et des outils de validation, notamment avec le guide méthodologique pour la validation des données, dont je vous parlerai tout à l'heure. Vous trouverez aussi donc, des atlas dynamiques, donc des cartes. Il y a l'exemple de la carte de présence et la carte de mortalité de la loutre, donc, qui est appelée à être mise à jour annuellement. Donc là, la carte mise à jour elle est disponible sur le site de la SFEPM, elle le sera au niveau de l'ONM. Il y avait les cartes que François Le Boulanger vous avez présentées il y a 2 ans par rapport à l'enquête procédure, donc c'est pareil, leur rôle est d'être valorisé sur le site de l'ONM. Par la suite, il y aura les cartes de répartition de l'Atlas des mammifères de France, donc là c'est pareil, on en est au 4e volume, donc
Les cartes des 3 premiers volumes ont pour objectif d'être disponibles sur l'ONM. Et ça, contrairement aux autres cartes, c'est pas des cartes dynamiques, c'est-à-dire que c'est des cartes fixes à un temps T qui n'évolueront pas parce que c'est les connaissances pour une telle période. Et ensuite, ben voilà, l'ONM a aussi pour but de produire des tendances ou des indicateurs. Et donc dernièrement, on avait travaillé sur un indicateur ONB sur la loutre et le castor. Alors, ça c'est la pire des diapos. Donc le lien entre l'observatoire et le SINP. Donc qu'est-ce que le SINP? Donc c'est un réseau d'acteurs qui partagent l'information naturaliste. Donc c'est mis en place entre le muséum, l'OFB, le ministère et les différentes associations, établissements publics, établissements privés, etc. Enfin, c'est ce qui est au niveau national. Et donc ça a pour objectif de structurer les connaissances sur la biodiversité notamment, afin de les mettre à disposition au plus grand monde, avec voilà, certaines règles, nomenclatures, etc. à suivre. Comme l'ONM, donc le SINP, ça couvre l'ensemble du territoire national, donc la métropole comme l'outre-mer, et ça porte sur le domaine terrestre comme marin. La SFEPM a évidemment adhéré au SINP, et donc du coup, il faut vraiment avoir en tête que toutes les données qui arrivent dans l'ONM seront ensuite transmises au SINP et deviendront publiques. Donc pour faire rapide là sur le schéma que vous avez à droite, donc il y a les producteurs d'œufs, c'est la majorité des structures, ils adhèrent au SINP. Ils envoient leurs données aux plateformes régionales du SINP, qui l'envoient ensuite à la plateforme nationale. Producteurs 3, ils envoient directement à la plateforme nationale parce que c'est des producteurs supra-régionaux, donc on va avoir l'OFB pour le niveau national et le GBIF par exemple pour le niveau international. Et producteur 1, donc c'est les autres, donc c'est des structures qui ne souhaitent pas forcément participer au SINP pour différentes raisons, parce que soit ils ne souhaitent pas, soit le SINP n'est pas opérationnel, mais ils acceptent de participer, de partager leurs données avec l'ONM. Donc ils signent une convention avec l'ONM, ils envoient leurs données à l'ONM, mais ils sont conscients que l'ONM renverra ensuite au SINP. Et ensuite, régulièrement, donc c'est pareil, tout ça, ça se met en place, mais normalement, annuellement, il y aura des échanges entre le SINP, donc la plateforme nationale du SINP, c'est l'INPN, donc il y aura des échanges entre ces deux plateformes, donc un minimum une fois par an, je pense que l'ONM fera une extraction de toutes les données mammifères du SINP, donc on les recevra. On fera tourner la moulinette que je vais vous présenter après, notamment sur la validation des données, et on les renverra ensuite au SINP avec une note de validation nationale. Donc voilà, il y a vraiment des échanges à chaque fois entre l'ONM et le SINP. Et du coup, voilà, je vais vous présenter donc, le guide méthodologique pour la validation des données. Donc, alors, c'est pareil, c'est un outil qui a été... on a commencé à réfléchir là-dessus en 2019, au moment de la création de l'ONM. On a enfin publié le guide donc, en septembre ou en octobre dernier, donc il est disponible là, sur le site. Et donc, grosso modo, donc, on a un producteur qui a une donnée. À son niveau, il peut déjà faire une première validation de sa donnée, donc lui donner une première note, et il envoie ensuite à l'ONM. Comme pour n'importe quelle base de données, il y a des premiers contrôles à effectuer, donc les contrôles de conformité et de cohérence. Donc, est-ce que mes informations sont renseignées avec le bon vocabulaire, avec la bonne nomenclature, etc. Est-ce qu'elles sont cohérentes entre elles? Donc, par exemple, est-ce que ma date inférieure est bien inférieure à ma date supérieure? Donc, il y a tous des contrôles à réaliser dans les données. Une fois que ces contrôles sont passés, on passe à la validation scientifique, donc qui là va se diviser en deux parties. Une validation automatique et une validation manuelle. Et donc, du coup, le but, c'est de faire passer différents filtres pour pouvoir attribuer une note de validation à la fin pour notre donnée. Et donc, du coup, la note de validité ne bloque pas l'utilisation de la donnée. Il peut y avoir des études où on souhaite utiliser des données invalides. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais voilà, ça peut être possible. Dans le cas de l'Atlas, on ne va pas utiliser les données probables, mais pour d'autres études, ça pourrait être intéressant d'avoir les données probables. Donc voilà, la note ne bloque pas l'utilisation de la donnée. Donc ça, je ne vais pas vous lire. C'est les différentes notes de validité qu'on peut avoir, donc certains très probables, douteux, invalides, non réalisables et non évalués. Donc ça, c'est pareil, c'est le tableau du SINP, donc on est reparti sur ce qu'ils ont fait pour avoir les mêmes notes. Et donc voilà, la validation automatique, c'est pareil, c'est logique, le but c'est de traiter un nombre important de données sans avoir à les examiner une par une, et comme ça ne pouvoir faire ressortir que celles qui semblent douteuses, qui posent problème, donc celles qu'on souhaite valider manuellement. Donc pour mettre en place cette validation automatique,
on a regardé ce qui était fait au niveau local, parce qu'il y a déjà plusieurs régions qui s'intéressent à ça. Donc on a repris à peu près les mêmes filtres qu'on adapte au niveau national. Et donc du coup, on a 3 filtres différents. Donc la vérification relative à l'identification du taxon. Donc grosso modo, c'est j'observe une espèce avec telle méthode. Est-ce que sa détermination via cette méthode est fiable, oui ou non? Donc à chaque fois, on va avoir un tableau, enfin le référentiel, c'est un couple espèce-méthode. Donc soit la méthode n'est pas renseignée, soit la fiabilité de la méthode n'est pas connue. Donc par exemple, sur l'acoustique des petits mammifères, voilà, on en est encore au début, donc on ne sait pas forcément quelle est la fiabilité pour telle ou telle espèce. Donc on met F1. Tout ce qui est fiabilité basse, c'est quand il y a des gros risques de confusion entre plusieurs espèces. Donc par exemple, l'identification d'une musaraigne à l'aide de ses crottes, il y a beaucoup de risques de confusion possibles. Donc du coup, il y a une fiabilité basse. Fiabilité moyenne, c'est quand il y a une confusion possible avec une ou deux espèces. Donc là, je récupère une photo d'un mulot sylvestre, mais prise de dos et sans forcément de règles à côté. Donc il y a une confusion possible avec un minimal le mulot à collier. Donc on est en fiabilité moyenne. Et ma fiabilité élevée, c'est que du coup, il n'y a pas de risque de confusion. J'ai observé un écureuil roux, une observation directe. Normalement, on est bon pour l'écureuil roux. Ensuite, le deuxième filtre, c'est l'aire de présence connue, donc le référentiel géographique. Donc pour le réaliser, on va créer une carte à partir des données qu'on a déjà et qu'on fera circuler à dire d'experts pour avoir la carte la plus précise possible. Et donc sur cette carte, on aura les zones où on ne sait pas si l'espèce est présente ou pas. Ça peut être le cas typiquement pour la taupe d'Aquitaine ou la taupe d'Europe, où du coup on ne sait pas laquelle, donc on peut mettre pas d'informations. On aura les zones d'absence probable, de disparition, et les zones de présence certaine. Et donc du coup, si j'ai une donnée qui arrive dans un site où l'espèce est censée être absente, forcément l'observation va être flaguée et donc ressortira pour une validation manuelle. Le dernier filtre, c'est par rapport à la période d'observation. Donc celui-là, il sera moins utilisé, mais on l'a quand même gardé parce que c'est la date est généralement toujours renseignée sur la donnée, la date précise. Et donc du coup, voilà, ça va concerner surtout les espèces migratrices ou qui hibernent. Et donc du coup, si j'observe une marmotte en plein mois de janvier, voilà, ça peut sembler bizarre, donc ça permettra de faire ressortir des données de ce type-là, donc par rapport à la période favorable à l'observation. Donc une fois qu'on a donné ces différentes notes, on a ce joli schéma pour obtenir notre niveau de validité finale. Donc logiquement, on a une espèce qui a été observée avec une méthode dont la fiabilité est élevée dans une zone où on sait qu'elle est présente et quelle que soit une période favorable. Donc le niveau de validité va être certain, très probable. Donc on n'a pas obligation de la valider manuellement. Par contre, on observe une espèce avec une méthode dont la fiabilité est basse dans une zone où elle n'est pas censée être présente et à une mauvaise période. Vous imaginez que du coup la donnée est invalide et on va demander à ce qu'elle soit validée manuellement. Donc là, ce travail a été lancé, comme je vous disais, le guide a été publié en septembre-octobre. On a lancé les groupes de travail pour les chiro parce que le but c'est que ces référentiels soient rédigés par groupe taxonomique. Donc pour les chiro, vu que l'atlas porte sur l'atlas des chiroptères, on en a besoin rapidement. Donc on a lancé ces réflexions pour remplir les différents référentiels. Et donc voilà, donc tous ceux qui ne se sont pas encore endormis et qui veulent participer à ce projet passionnant, n'hésitez pas à revenir vers nous pour faire un groupe de travail pour les petits mammifères, pour la validation des données petits mammifères. Et dans les 2 minutes qui me restent, donc un peu plus concret, donc l'enquête muscardin qu'on va lancer. Donc comme vous le savez, puisque j'en avais déjà parlé aux précédentes rencontres, donc ça fait quand même quelques années que la SFEPM souhaite lancer une enquête sur le muscardin. Faute de mieux, pour être honnête, donc en 2021 et 2022, on a lancé une quête via l'application INPN espèce. Donc l'application INPN espèce, si on prend en photo une espèce, on l'identifie et derrière, c'est validé par un expert. Donc on avait fait cette quête pour le muscardin à partir des noisettes en 2021 et 2022. Donc en 2021, on a récolté 2 données de muscardin. Donc clairement, on ne récolte pas beaucoup de données. Par contre, ça fait parler d'espèces. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, les personnes qui cherchaient l'espèce, c'était pas du tout des mammalogues. La plupart, c'était des entomos ou des botanistes. Donc au moins, ils n'avaient jamais fait d'observation, sur l'INPN espèce en tout cas, jamais fait d'observation de mammifères. Mais là, ils se sont intéressés à une bête à poil, donc c'est toujours bon à prendre. Et encore une fois, voilà, ça a fait parler de l'espèce.
Donc on la poursuivra en 2023 si l'INPN, enfin si Patrinat est motivé. Mais à la base, voilà, on souhaite faire quelque chose de plus vaste. Et donc du coup, en 2023, on a lancé un stage de Master 2 pour rédiger un protocole national pour lancer une enquête en 2024. Donc le but du stage, ça va être de faire une synthèse biblio et d'échanger avec les associations, enfin avec vous, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont déjà travaillé sur le muscardin et qui ont déjà testé pas mal de choses. Donc pour les différentes méthodes de détection, donc soit les appareils photo, appareils thermiques, tube nichoir, tunnel à traces, tube à poil, récolte de noisettes et l'acoustique. Donc voilà, faire une synthèse biblio pour voir à chaque fois les avantages et inconvénients de chaque méthode, le coût aussi de chaque méthode, et tester les méthodes qui sont en orange, donc seront testées par la stagiaire, pour que justement elle puisse les analyser par habitat, etc. Donc à chaque fois, il y aura une fiche habitat à renseigner pour qu'on puisse aller plus loin par la suite. Et donc voilà, le but du stage, c'est à la fin d'avoir un protocole standardisé à proposer au niveau national. Donc ce stage est co-encadré avec la SHNA et la stagiaire, donc c'est Julie Noulian, que vous avez certains ont déjà vu, puisqu'elle a déjà commencé à vous poser tout plein de questions. Donc c'est pareil, on aura besoin d'être accompagné là-dessus, enfin voilà, de partager toutes les expériences terrain que vous avez au niveau local. Et j'ai Bon, des questions? Quelques questions? Des questions? C'est peut-être juste une petite question d'organisation. Est-ce que vous contactez en fait l'ensemble des associations de protection de la nature pour leur proposer de faire partie de l'ONM, par exemple? Alors, il y a, à la base, l'ONM, c'était Fanny Paprin, enfin c'est Fanny Paprin qui s'en occupe et qui avait contacté, il y avait eu toute une organisation qui avait été mise en place en 2019-2020. Là, elle revient en septembre prochain, donc on relancera, je pense, toute cette dynamique pour participer à l'ONM au niveau global. Moi, je contribue à l'ONM avec mon entrée Atlas Chiro. Donc là, pour l'instant, j'ai sollicité toutes les associations qui étaient sur le Chiro. Mais dès septembre, il y aura une nouvelle dynamique qui va se lancer, je pense, avec de nouveau les contacts de toutes les associations. Mais après, ici, sur mon retour, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous envoie toutes les informations pour y participer. Je pense que la question pourrait peut-être préciser pour le rapportage Natura 2000 en 2024. Premièrement, Nathalie, on avait contacté tout le monde au démarrage, c'est évident. On avait contacté tout le monde au démarrage. On est dans une situation où on lance un outil, les gens ne savent pas trop ce que ça va rapporter, ce que ça implique, etc. Donc ils ont été un petit peu frileux au démarrage. Ce qui est logique, hein, c'est pas une critique, c'est un constat sur le fonctionnement psychologique des gens. Ils attendaient aussi de voir un peu ce que ça allait donner, si on allait vivre dans le temps, si on allait produire des choses. C'est le cas. Maintenant, on peut montrer des choses, on peut montrer des actions, on peut montrer à quoi ça peut vous servir. Donc c'est un outil fédératif. J'insiste là-dessus. C'est pas un outil porté par une structure, c'est un outil fédératif qui nous concerne tous. Hein, c'est notre production collective via la SFEPM. Hein. Donc aujourd'hui, que les gens voient que les Atlas marchent, effectivement, on va revenir à tout le monde et le faire. L'urgence qu'on va avoir, et de toute façon, c'est un des points qui nous tombe chaque année, c'est effectivement le rapportage Natura 2000. La France est obligée tous les 6 ans, dans le cadre de Habitat Faune Flore, de faire un état des lieux des espèces qui sont annexe 2, annexe 4, voire annexe 5. Hein. Et dans ce cas-là, notamment, ça porte sur l'aire de répartition. Et il est évident que dans ce contexte-là, on est amené à remettre à jour, et on va le refaire aussi, pour que, in fine, un but des prochains rapportages, le 5e, 6e, 7e, on ne viendra plus voir, a priori, si le processus fonctionne bien, et ben on sortira tous les 6 ans la carte, etc. Pourquoi la carte d'habitat? On vous demande aussi d'infos sur l'habitat très souvent. C'est parce qu'effectivement, dans le cadre d'espèces qui sont très plastiques, et ça semble être le cas du muscardin, qui peut occuper différents types de milieux, hein, on se rend compte de plus en plus, avec ce que vous faites à droite à gauche, que la bestiole apparaît dans les endroits où on ne pensait pas qu'elle serait auparavant. Donc on espère, par ce système-là très simple, de pouvoir faire ce que vous a montré tout à l'heure Franck Simonet sur le GMB pour la compagnie d'amphibie, des cartes de potentialité de présence d'espèces, puisque dans le cadre du repartage Natura 2000, il y a un paramètre qui est l'habitat d'espèces, qui est inclus. Et ça, à notre avis, on ne pourra le faire que via une modélisation
et qui doivent tenir compte impérativement des particularités régionales. Voilà. Hein.